c'est une bonne situation ça, solo TA? Moi je pense clairement c'est une bonne situation, solo TA, parce que t'es un recruteur solo mais t'es pas un recruteur isolé. Un des risques quand t'es recruteur, c'est de vouloir parler à tout le monde, et t'es sollicité pour parler à tout le monde. En fait, quand t'es seul, tu vas pas pouvoir parler à 20 candidats pour un process. Entre le début puis aujourd'hui, je pense que je suis passé de 8 à 10 entretiens par job à 4-5 max par job. C'est la qualité de la relation que tu vas construire avec ta hiring manager qui fait que tu vas être plus efficace, tu vas recruter mieux, et surtout que tu vas kiffer ton job. C'est moi qui décide comment je travaille, c'est moi qui maîtrise l'agenda. Comment trouves-tu toute cette énergie? Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Plusieurs fois que je le croise à un événement en Suisse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois, c'est la même chose. Je me dis que ce mec est très smart, qu'il dit des choses pertinentes, et en plus, il est drôle. C'est Charlotte qui me le disait encore hier. Et en plus, il a un prénom presque aussi stylé que moi. Bref, le profil type d'un invité Tam Tam. Et donc, c'est Léon que j'ai à mes côtés aujourd'hui. Et Léon, il partage un truc en commun avec mes premières expériences de recrutement. Donc, je suis très content de parler de ce sujet-là, qui est le fait d'être solo recruteur dans une boîte. Donc, c'est donc le seul dans son entreprise, sur son périmètre, à recruter. Il bosse dans une boîte trop cool que tout le monde connaît, qui s'appelle Columbia. Il va nous en dire plus. Bienvenue Léon dans Tam Tam. Salut Léo, merci beaucoup et merci beaucoup pour l'introduction. Très sympa. Bon, je te dis, c'est en fonction de l'inspiration du chef. Des fois, c'est plus ou moins long, plus ou moins court, plus ou moins recherché. Et j'aurais pas espéré une meilleure inspiration que ça. Super. Donc, ouais, t'as vu, je t'ai dit que t'es smart, des trucs pertinents, drôles et sympas. C'est un tu mets la barre quatuor ouais. de qualité. Écoute, trop stylé. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes pour les gens qui ne te connaisseraient pas? Yes, avec plaisir. Écoute, alors tu t'as déjà dit dévoiler une partie. J'habite en Suisse, donc à Genève. C'est là que je suis né, c'est là que j'habite, c'est là que je travaille. Ça fait quelques années maintenant que je fais du recrutement. Après des études en sociologie, j'avais plein de fausses bonnes idées, mais une intuition que peut-être, ressources humaines, recrutement, mais si j'avais aucune idée de ce que c'était, ça pouvait éventuellement matcher, et c'est le cas. Je suis toujours là-dedans aujourd'hui. Recruteur, donc, chez Columbia Sportswear Europe depuis presque 3 ans et demi. Solo recruteur, on va en parler. Je suis passionné de recrutement. Je suis arrivé chez Columbia et en septembre 2022, je crois qu'un mois plus tard, tu as lancé le podcast Tam Tam, plus ou moins, octobre 2022, novembre 2022. C'est ça. Et j'ai fait partie des premiers auditeurs fidèles depuis. C'était pour moi un super médium, levier pour apprendre, pour m'inspirer, etc. Donc un honneur d'être là de l'autre côté du micro aujourd'hui face à toi, Léo. Et en plus, tu m'as ramené un cadeau. Est-ce que tu penses que je peux l'ouvrir? Et en plus, je t'ai ramené un cadeau puisque je sais que t'es un grand écrivain. Et donc, je me dis, mais je vais aussi offrir un livre à Léo. Trop bien. Je te laisse ouvrir le paquet. Tu vas découvrir. Je peux le faire en ASMR avec le micro? Vas-y, ça va détendre tous les auditeurs. Quel enfer. Donc, vous voyez, on entend du papier cadeau. C'est un livre qui a été acheté dans une petite librairie indépendante. Qui s'appelle Nouvelle Page. Voilà, Nouvelle Page à Carouge pour ceux qui sont dans le coin qui veulent acheter des bouquins. Et donc ça s'appelle, c'est Julien Prévieux, Lettres de non-motivation. Est-ce que tu veux que je fasse une petite mise en contexte? Ouais. J'ai reçu ça pour mon anniversaire l'année dernière. En fait, Julien Prévieux, c'est un artiste et qui a recueilli dans un bouquin des fausses lettres, des lettres de non-motivation. En fait, fin des années 90 et début 2000, il a assemblé plein d'offres d'emploi et avec les lire aujourd'hui et que 25 ans plus tard, ça a mourir de rire parce qu'il y a vraiment des offres d'emploi ultra lunaires. Et lui, c'est vraiment next level puisqu'il fait des lettres de non-motivation. Et c'est encore plus lunaire. Donc, ce qui est super drôle, c'est que il met l'offre d'emploi, il met sa lettre de non-motivation, et parfois il met même la réponse du service RH à sa lettre de non-motivation. Et je vous promets, c'est vraiment super drôle. Et évidemment, c'est une critique un peu anticapitaliste, en tout cas néolibérale, anti-libérale du monde du travail, etc. Voilà, j'y suis arrivé. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un petit regard critique aussi sur ce qu'on met sur nos annonces, etc. Mais voilà, Julien Prévieux, lettre de non-motivation, ça me rire. J'espère que
t'auras autant de plaisir que moi. Je te ferai un retour, mais ça a l'air marrant. Et c'est tout mignon en plus, ça glisse, presque ça passe dans une petite poche. Exactement. Très chouette. Bah écoute, ça va rester avec nous pendant tout l'enregistrement. Merci pour cette petite intro, merci pour le cadeau, c'est très cool. Pour les prochains invités, n'hésitez pas à m'offrir des cadeaux parce que c'est pas tout le temps comme ça. Et donc si jamais, voilà, vous vous dites tiens, Léo m'invite dans un podcast, voilà, je passe un message aux gens qui nous écoutent, même ceux qui sont juste auditeurs, auditrices et qui ne sont pas invités, envoyez aussi des cadeaux. Mon adresse est... J'ai quand même pas allé dans l'abus. Du coup, c'est la tradition pour la saison 4. On a un petit jeu pour commencer avant qu'on passe aux choses sérieuses. C'est des générateurs de questions aléatoires. Je te pose une question, tu réponds, tu m'en poses une, j'y réponds et ainsi de suite. Je suis chaud. Après, je te tournerai l'écran pour que toi tu puisses me la poser. La première pour toi, c'est tu te réincarnes dans un arbre qui verra passer un millénaire. Où est-ce que tu te mets? Enfin, où est-ce que tu te plantes et à quelle époque? Qui verra passer un millénaire. Ouais, tu peux rester un millénaire au même endroit. Donc, quelle époque tu choisis et quel lieu? À l'époque, elle va forcément changer parce que ça sera durant un millénaire, on est d'accord. Tu te plantes à partir de quel... Ok. Genre, je sais pas, en 10 après Jésus-Christ, tu vois. Ok, d'accord. Alors moi, je pense que je serais un... Je dois dire l'arbre que je suis? Tu peux, si t'as un arbre particulier qui t'émeut. Alors je serais un narol ou un mélèze, c'est un arbre qu'on trouve en altitude dans les montagnes. Ils sont très beaux à l'automne. Voilà, exactement. Et en fait, je pense que ce que je ferais, c'est que je me mettrais en montagne, je me mettrais au bord d'un glacier. Et pendant un millénaire, en fait, j'observerai les mouvements de ce glacier et sa lente et malheureuse disparition. Et donc, parce que c'est quand même des monuments assez majestueux, et puis de pouvoir voir à quoi ressemblait un glacier avant la révolution industrielle, de par sa taille, etc. Je pense que ça va être quelque chose d'assez impressionnant. J'adore, très poétique. Je te laisse, c'est bon, je la régénère. Je te laisse du coup toi me poser une question. Vas-y, pète le micro au passage. Alors, si une personne proche de vous était remplacée par un clone, combien de temps mettriez-vous à le remarquer? C'est super dur. Je suis très nul, je suis très mauvais physionomiste. Ça dépend. Alors, peut-être si c'est ma femme facilement, Élise aussi. Les autres gens, en fait, je suis vraiment très mauvais à ça. Des fois, je regarde des films, j'oublie la tête des gens ou quoi, donc je pense que je m'en rendrais même pas compte. Ok. Ouais, je suis très nul. Ça a le mérite d'être honnête. Ouais, exactement. Peut-être j'étais pas forcément le meilleur en entretien aussi, parce que genre, du coup, je comprenais pas. Mais chez vous, c'est vous, je crois que c'était celui d'hier. Enfin, je suis vraiment très nul en prénom et autres. Alors, j'en ai une pour toi. Oh, alors l'opposé de celle d'avant. T'as 100 millions de francs suisses qui tombent sur ton compte, mais t'as que 10 minutes pour les utiliser. Tu fais quoi avec ça? Léo, là. J'adore, double pouf quand même. Ouais. Les questions ne t'inspirent pas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je pense qu'il y a une grande partie dont je me sépare, en fait. Parce que je pense pas que ça me sera très utile d'avoir autant d'argent. Ça me posera peut-être plus de problèmes que de bonheur. Donc, en toute humilité, je me dis que je m'en séparerai. Ok. Si vous pouviez devenir le président de n'importe quel pays, lequel choisiriez-vous? En ce moment, au moment où on enregistre, je pense que je prends les États-Unis et je les sauve quand même, les pauvres, parce que c'est un peu chaud. Choix courageux. Ouais. Choix courageux. Et il y a moyen de s'amuser, je pense quand même. Ou la Chine, ça doit être trop rigolo. Genre, j'aimerais. Enfin, c'est la future grande puissance mondiale, ça doit être trop marrant de voir de l'intérieur à quoi ça ressemble, tu vois. Ouais, effectivement. Voilà. Ok. L'un ou l'autre. Ouais, des gros trucs, tu vois. Là, tu prends des mastodontes. Ouais, tu prends pas des petites principautés dont personne connaît. Genre la Suisse, tu vois. Le Liechtenstein, par exemple. Et Liechtenstein, tu sais que j'y suis allé une fois, c'est trop bien comme endroit. Je sais pas si t'es déjà allé. Non, jamais en tu plus. Tu peux faire le tour dans la journée. Oui, c'est tout petit, ouais. C'est génial. Et c'est trop beau. Et les gens sont super sympas. Genre, j'avais passé un bon moment où les gens ils te croisent. Et tu sais, t'as des gens où tu dis bonjour quand ils te croisent dans le rando. Et t'es là-bas où genre ils te demandent d'où tu viens, pourquoi vous êtes là, on se connaît pas. Et genre, avec grand plaisir. Et j'ai une casquette Liechtenstein que je mets toujours en randonnée maintenant. Voilà, je raconte ma vie, on s'en fout. J'irai au Liechtenstein un jour. En vrai, c'est pas très loin d'ici. C'est à l'autre bout de la Suisse. 4 heures, 5 heures de route peut-être. Ouais, moi je suis à l'extrême inverse du Liechtenstein. Mais t'as l'autoroute qui est rapide. Il y a l'autoroute, il y a le train, il y a... Ouais, tout à fait. Écoute, passion, on pourrait même enregistrer un podcast au Liechtenstein. Pourquoi pas? On peut trouver des recruteurs au Liechtenstein. Des recruteurs au Liechtenstein. Ça si c'est pas un beau défi, je pense que là, il y a un truc unique à faire. Voilà. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est être solo recruteur. Première question toute bête, c'est quoi un recruteur solo? Pourquoi on parle de ça? On parle de solo TA. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? En tout cas, c'est la vie que j'ai depuis maintenant 3 ans et demi, plus ou moins. 3 ans et demi, donc c'est le temps que j'ai passé jusqu'à maintenant chez Columbia. Solo TA, en fait, voilà, pour donner très concrètement le contexte, je suis le seul recruteur de Columbia
en Europe. Donc Columbia Sportswear, une marque de vêtements outdoor. Je suis le seul recruteur pour l'organisation en Europe. C'est une organisation qui fait environ 800 collaborateurs. Une grande majorité de ces gens sont en magasin notamment. Et moi, j'ai un scope européen, multi-pays, depuis le siège européen basé ici à Genève. Multi-pays, multifonction et multi-niveau hiérarchique. En gros, ça veut dire que... Pas drôle sinon. Voilà, c'est pas drôle sinon. Moi, je vais recruter une stagiaire. Je vais une stagiaire ici à Genève, par exemple. Je vais recruter un sales en Pologne. Je vais recruter un operations manager dans un entrepôt au Royaume-Uni. Je vais recruter un store manager dans un magasin à Barcelone, par exemple. Je vais recruter, je sais pas, un customer care qui sait parler espagnol, qui sait parler italien, qui sait parler allemand pour Strasbourg, par exemple. Ou aussi un directeur ou une directrice e-commerce, une directrice sales on en parlait tout à l'heure, ici à Genève. Donc ça fait vraiment une variété de profils, une variété de métiers, une variété de fonctions auxquelles moi je suis exposé en tant que solotier, puisque en gros, tout passe par moi pour ces recrutements-là. Il y a certains qui sont exclus de mon scope, le personnel, le staff en magasin, les intérimaires dans notre centre de distribution à Cambrai. Ouais. Mais après, pour le reste des jobs sur lesquels on recrute, c'est moi qui vais intervenir en tant que recruteur. Pour qu'on s'imagine aussi bien, donc tu as beaucoup ton scope, il est très large. C'est combien de volume à peu près par an à la louche sur les 3-4 dernières années? Il y a une personne par semaine qui signe une offre. En gros, ça veut dire que je fais une 50aine de process de recrutement sur un an. C'est énorme. Voilà, entre 50 et 60 plus ou moins, c'était ça la moyenne jusqu'à maintenant. Ça te fait à peu près du 5, grosso modo 5 par mois, quoi, si t'enlèves après les vacances. Voilà, après t'enlèves les vacances, machin, mais si tu veux un peu une vision simpliste, ça fait un candidat par semaine qui signe une offre pour venir rejoindre Columbia. Mais qui sont hyper variés. Après tu vas me dire, c'est quoi du coup les challenges que tu as en tant que recruteur solo, mais déjà tu vois, j'en vois un, c'est que là par exemple tu peux pas capitaliser sur des viviers, par exemple, des fois moi je recommande une formation à des gens, bah tiens, tu recrutes 10 comptables par semestre, fais-toi des viviers. Toi, ce que tu dis, c'est que c'est à la fois des pays différents, des métiers différents, des jobs différents. C'est impossible de capitaliser tout ça. Donc, c'est un des challenges auxquels tu es confronté. C'est quoi les autres challenges que tu vas avoir Qu'est-ce qui fait que c'est dur d'être solotier du coup? Ouais, alors, moi, j'ai parlé de mon expérience. Columbia, c'est mon deuxième job, si tu veux, en tant que recruteur. Et précédemment, c'était là où j'ai fait mes armes, dans une autre boîte, une autre industrie, rien à voir. Et je faisais partie d'une équipe de recruteurs, en fait. J'étais arrivé, j'étais tout jeune stagiaire, junior recruteur, et je faisais partie d'une équipe de recruteurs. Et là, je suis arrivé dans un endroit où, Léon, c'est toi qui as les clés du camion, c'est toi le recruteur. Et en gros, moi, ce que j'ai vite compris, en fait, c'était que, ça peut être un terrain propice à peut-être se faire écraser par une charge de travail, en tout cas de la subir. Ça peut être aussi propice à devenir un peu ce mythe du recruteur sauveur qui veut recruter tout le monde, qui veut aller à fond, qui veut closer ses postes, qui veut être partout tout le temps sans vraiment une réelle méthode pour gagner du temps, qui veut juste aller vite en absorbant, faire du multitasking, genre de choses. Et c'est quelque chose auquel je me suis vite confronté. Et auquel j'ai vraiment dû me poser pour me dire, ok, faut que je fasse autrement pour ne pas devenir inefficace ou m'épuiser. Et on sait que c'est une thématique dans le recrutement, c'est que c'est un job qui peut être très redondant, sur lequel tu peux t'épuiser. Et moi, il y a toujours eu ça au fond de moi, c'est que j'adore ce taf, j'adore ce job, et je veux pas que j'en sois entre guillemets dégoûté simplement parce que en fait j'ai l'impression de faire trop, de subir les choses, et au contraire, en fait j'ai envie de kiffer, j'ai envie de prendre du plaisir et d'être un petit peu acteur en fait dans ce contexte-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique avec toi, Léo, c'était pour je puisse partager un petit peu qu'est-ce que ça m'a appris, cette expérience-là d'être devenir solo, et puis voilà, qu'est-ce que j'ai dû mettre en place, qu'est-ce que j'ai dû développer pour vraiment kiffer ton job, quoi. Et comme tu dis, tu as plein d'enjeux derrière où tu peux pas te reposer forcément sur tes collègues. Souvent, je pense que c'est quoi ta ligne de reporting, la personne en N+1 de toi, c'est quelqu'un au niveau du siège ou ça marche comment? Ouais, aujourd'hui c'est le directeur ressources humaines Europe.
Ok. Mais donc, qui est quand même basé dans des locaux avec toi. Et qui est basé le bureau à côté. Ok. Et Fred, donc, mon manager, lui, n'a pas d'expertise recrutement, c'est pas son terrain de jeu. Bah oui. Du coup, me fait 100% confiance sur ce terrain-là. Et ce qui renforce à la fois le côté excitant, mais aussi, t'as pas forcément de filet de secours derrière. Et qui fait que, il y a un côté vraiment excitant à être solotier, et j'espère pouvoir transmettre ça par la suite de l'épisode. Trop stylé. Et du coup, on va revenir sur ça. Ça va être du coup, on va transition vers la partie 2. Mais qu'est-ce que tu es obligé de faire pour survivre en tant que solotier? Avant ça, du coup, on passe au premier jeu de l'épisode. Tu sais, c'est la tradition de la saison 4. Maintenant, on a des petits jeux à chaque fois. Le jeu que je t'ai choisi, qui a été généré aléatoirement pour cet épisode, je fais la confiance au hasard. Donc, si tu as des plaintes à le faire, fais des plaintes J'irai au bureau des plaintes. Le jeu du jour, ça va être l'anecdote What the fuck jingle. L'anecdote What the fuck. L'anecdote What the fuck. C'est très simple, tu dois me raconter une anecdote pro. What the fuck, que t'as jamais raconté ailleurs. Ça peut parler de ce que tu veux, ça peut être vraiment dans tous les sens. Juste, voilà, fais-moi rêver un truc vraiment très, très chouette ou fais-moi peur avec un anecdote candidatoré. C'est le truc que t'as jamais raconté sur aucun micro. Après, moi, donc, quand j'en fais un live breaking news VIP, tu vois, genre sur des chaînes d'infos continues en disant Léon a enfin avoué que au micro Tam Tam, c'est le seul objectif, c'est de faire du breaking news. Est-ce que t'as une anecdote What the fuck qui te vient en tête, un truc qui t'est arrivé, qui serait marrant, qui serait gênant, qui serait ce que tu veux. T'as trouvé? Alors, j'ai une anecdote assez originale. Je crois. En tout cas, moi, j'ai trouvé assez original. Ce qui il m'arrivait à moi directement, mais ça implique un candidat en fait. J'avais un process pour un poste au sein du customer service, je crois. Je partais en vacances la semaine d'après et j'avais booké dans les agendas du manager et du candidat en entretien dans nos locaux. Les locaux de Strasbourg en l'occurrence, pour un entretien en mon absence. Et donc quand je dis à mon absence, c'est que voilà, moi j'étais pas là pour suivre de loin tout ça cette semaine-là et que je revenais la semaine d'après. Et je suis revenu la semaine d'après et j'ai un point avec le hiring manager. Je dis voilà, t'en es où dans les entretiens, comment ça s'est passé? Je dis d'ailleurs t'as rencontré Pierre Trucmuche. Puis en fait il me dit en fait il est pas venu. Oh yeah. Il a envoyé son cousin à la place. What? Et je la mets, what the fuck, son cousin, comment c'est possible? Et apparemment, les justifications, c'est que le candidat, il avait trouvé un autre job, ça l'intéressait plus. Apparemment, il a réussi à atteindre personne, alors que il aurait pu, en l'occurrence. Bon, c'est pas grave. Il a réussi à atteindre personne pour annoncer la nouvelle. Il s'est dit, vas-y, tiens, tu sais quoi, j'envoie mon cousin, peut-être que ça va le faire, sur un malentendu. Et franchement, j'ai un peu le FOMO de ne pas avoir assisté à cette scène parce que ça aurait été vraiment, vraiment drôle. En tout cas, quand ils m'ont raconté ça à mon retour de vacances, franchement, j'étais vraiment plié en 4. Après, reality check, c'est qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Oui. Mais j'étais vraiment plié en 4. Et honnêtement, c'est des histoires, ça fait un peu une histoire un peu à la LinkedIn, tu vois, qui dit mais ça n'existe pas vraiment. Mais en fait, moi, ça m'est arrivé. Ouais, ça peut. Et t'as des. Alors, l'épisode, le prochain épisode qui sortira sur Tam Tam, je veux pas spoiler l'histoire, mais t'as une personne qui justement a pour objectif de vérifier que les gens existent bien, par exemple. Dans des boîtes où il y a des enjeux de sécurité, où il y a de l'espionnage industriel qui va être fait. Et elle, un de ces enjeux, c'est est-ce que cette personne que j'ai en face de moi existe? Et n'est pas une IA ou n'est pas juste quelqu'un derrière qui se cache derrière sa visio. Et t'as même aux US, t'as des trucs là-dessus, c'est un peu une direction de mais où maintenant ils demandent dans les candidatures une proof of humanity, enfin en gros une sorte de truc qui montre que t'es vrai, par exemple une lettre de motivation écrite, ou alors que tu viens toi badger entre guillemets en vrai, avec genre limite tu montes ton ID card dans le bâtiment pour être sûr que t'es une vraie personne et que c'est pas quelqu'un d'autre qui connaît ta place ou que t'es assisté par l'IA dans ta candidature. Donc, comme ces trucs du cousin. Ces trucs CAPTCHA, Verify You're Human. Exactement. Ça, mais en vrai, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'IA peut te le faire, le CAPTCHA. D'ailleurs, pourquoi on le fait encore alors que l'IA peut le faire? Genre, franchement, ça nous saoule. Genre, compter le nombre de feux rouges. Genre, peut-être qu'à un moment, on va arrêter. Bref, merci pour l'anecdote. C'était très chouette, très rigolo. On revient du coup sur notre thème de solotier et on passe sur une deuxième partie qui est. Moi, tout de suite, ce que j'ai comme question à te poser, c'est comment tu fais ça? Tu fais 50 recrutements dans plein de pays différents, des métiers qui sont différents par an, des métiers
métiers Ouais. qui sont extrêmement différents. J'ai aussi été à ta place en tant que solo TA, c'est fatigant. Comment, je sais pas si tu as vu la phrase sur la... Ouais, comment trouves-tu toute cette énergie? Ouais. C'est une very good question, monsieur Bernard. Effectivement, ça exige, ce poste-là exige vraiment une gymnastique pour passer d'un process à l'autre, d'un job à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre, d'un contexte à l'autre. Mm. Et c'est vraiment ça qui peut être, entre guillemets, épuisant mentalement, de faire toujours ces switches. Moi, ce que j'ai envie d'abord de mettre en avant, c'est effectivement, et ce que ça m'a obligé de développer, c'est vraiment m'apprendre, et c'est très bête et méchant de le dire, mais vraiment m'apprendre à m'organiser, à mettre mes priorités et à utiliser mon énergie là où ça vaut la peine. Alors, l'idée, c'est pas de dire que je mets le paquet seulement pour certains recrutements et pas pour d'autres. Au contraire, mais être un tout petit peu stratégique, pour utiliser un buzzword, sur où est-ce que tu vas t'investir, de quelle manière et qu'est-ce qui va créer le plus de valeur. Comment tu priorises, genre, admettons demain, je pense que tu dois avoir peut-être une... T'as combien de postes ouverts en même temps? Là, Ok. j'en ai une dizaine, une petite Comment dizaine. tu priorises sur une semaine type? Comment tu dis, bah toi, je te Ouais. prends tant de pourcents? Bah, typiquement, je te donne un exemple. On va ouvrir un nouveau magasin au Royaume-Uni au mois de mars. Trop bien. Il faut que la personne elle arrive un mois à l'avance. Au Royaume-Uni, ils ont généralement 2 semaines de préavis, suivant C'est les plus contrats. simple, ouais. Voilà. On est déjà mi-janvier. Faut qu'en fait la personne elle soit là dans un mois, plus ou moins. Et donc clairement, si j'ai T'as diff- 2 semaines. voilà, si j'ai différents store managers, mais on sait qu'il y a déjà une équipe en place, le magasin est déjà ouvert, ou j'ai d'autres positions qui sont des new headcounts et pas des remplacements, là, ben, le store manager, c'est clair. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour qu'on puisse l'onboarder et que le jour J, ben, il soit là pour l'ouverture de magasin. Typiquement, il y avait une réalité business très concrète derrière. Et c'est un truc classique qu'on entend. C'est clair, les jobs qui vont apporter du chiffre d'affaires à l'entreprise, ben c'est ceux sur lesquels tu vas en partie mettre ton énergie en premier. Mais pas que. Tu as des jobs très back-office, très opérationnels, mais tu sais, et c'est souvent les plus durs parce qu'en fait, ces équipes-là sont les plus souvent en tension. Certes, justement parce qu'ils ne ramènent pas du business, ben on va leur donner des ressources. Il y a une personne qui manque derrière, c'est vite chaud. Et ben voilà, il faut recruter quelqu'un qui est là pour 6 mois au customer service, qui a 2-3 notions de logistique, de transport, etc. Bah là, je vais donner le paquet et pouvoir présenter une shortlist ultra rapidement, quoi. Ok, ouais, donc forcément, là, donc t'as de la prio qui est... Enfin, le gros aussi est lié à ta activité retail, où du coup, t'as une prio genre tout de suite, tout de suite, tout de Ouais. suite. T'aurais une boîte que de service, t'aurais une autre manière de faire tes prios. Je pense. C'est une première chose qui est difficile. C'est quoi les autres... Enfin, qu'est-ce que ça t'a appris du coup et qu'est-ce que t'es obligé de faire en tant que solo TA quand t'as Ouais. t'as pas de backup, tu as dit tout à l'heure, hein, t'as pas de filet. Ouais. Bah, en fait, je pense, là j'ai envie de faire mention de ce truc qu'on a discuté tous les deux. Tu avais fait un Notion avec Robin Choi sur Ouais. comment s'organiser, comment gérer son temps lorsqu'on est productivité, recruteur. tout à La fait. productivité. Ouais. Putain. Et franchement, moi, quand j'ai lu cette page Notion, j'ai vraiment eu un moment eureka et me dire, ok, en fait, Léon, encore une fois, tu as un job super cool, tu as un terrain de jeu de ouf. C'est toi qui en fait qui lead ton job, c'est toi qui es le maître de ton organisation. Et en fait, c'est là que je me suis dit, bah, en fait, c'est moi qui décide comment je travaille, c'est moi qui maîtrise l'agenda, c'est moi qui apprends et ça implique donc que j'apprenne à me structurer, à établir des priorités anticipées. Je te dis anticiper, par exemple, je sais que tel et tel poste va être validé au prochain, on appelle ça des personal committees, chaque mois, il y a des grands chefs à plumes se réunissent pour valider des postes. Je sais que tel ou tel poste a une probabilité d'être validé. Ben, soit je peux déjà commencer à établir une petite shortlist, un vivier, soit je peux déjà bloquer un créneau dans l'agenda du hiring manager pour Au pire, tu fais autre chose pour qu'on après, démarre, ouais, etc. ok. Tu vois. Et ça veut dire que c'est toi qui es en mesure de savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, et comment faire avancer le process, et sans qu'on te dise, sans attendre qu'on te dise quoi faire, d'une certaine manière. Et là, je vais donner des trucs très clairs. Et encore une fois, c'est moi qui ai dû créer ma manière de m'organiser. Interview scheduling basique aujourd'hui en 2026, mais en l'automne 2022, j'ai découvert Calendly grâce à un podcast Tam Tam. Ok, ben en fait là le gain de temps il est ouf. Et le moins de charge mentale pour toi. Je passais beaucoup de temps à faire des comptes rendus d'entretien. Alors déjà, dans ton entretien,
t'essayes de te concentrer, de suivre, de prendre des notes en même temps, Penser à relancer, etc. sourire. Sourire. Et après ton entretien, tu vois tes notes, ça va rien dire. Ouais. Et là, clairement, on n'a pas d'outil de note-taker automatique, etc. J'ai dû un peu bricoler. Ce que je fais, c'est que j'active le transcript du Teams. On est sur Teams, j'active le transcript. Télécharge la conversation, j'anonymise tous les prénoms. Et j'ai un prompt pour faire des candidate review que je donne à l'IA avec le script. Et du coup, en 3 minutes, j'ai un truc picobello que je peux partager au hiring manager. Typiquement ça. Pareil pour les job ads, transcript du kick-off, et du coup, tu te fais une job ad qui est vraiment en phase avec la réalité. Ouais, et que tu n'as même pas besoin forcément d'écrire de toute pièce de zéro, quoi. Enfin, c'est vrai que ça, on oublie, mais c'est des gains de temps de fou dès que tu mets en place ce genre de choses. Et du coup, tu as ton temps pour faire autre chose, des trucs plus strat derrière, quoi. Exactement. Et encore une fois, là, on parlait d'énergie, tu mets pas ton énergie là-dedans, et tu vas pouvoir le mettre dans des trucs qui sont bien plus cool, bien plus fun. C'est quoi les trucs bien plus cool, bien plus fun? Moi, ce que j'adore, c'est de me connecter avec le business, comprendre leurs enjeux, créer du relationnel, comprendre c'est quoi les projets sur lesquels ils bossent aujourd'hui, c'est quoi ce qui les attend sur les 12 prochains mois, etc. C'est ça qui m'anime, et débriefer, par exemple, avoir du temps pour débriefer avec un manager d'un candidat plutôt que passer du temps à faire une review à la mano, quoi. Trop bien. Et là-dessus, quand on préparait l'épisode, tu me disais que tu as un truc qui est dur, c'est que tu es livré à toi-même. Et donc, qui dit livré à toi-même dit que du coup, tu dois, toi, gérer le facing candidat et le facing manager. Comment tu gères ça efficacement? C'est quoi tes bonnes manières pour, sans que personne ne te dise quoi faire, arriver et gérer, en gros, quand t'es recruteur, c'est une phrase qu'on dit tout le temps avec Elise, mais t'es double sales en fait. Tu passes ton temps à vendre un candidat ou une candidate à tes managers, et tu dois vendre du coup ton entreprise à des candidats et candidates. Comment tu gères cette relationnel de double sales où t'es en permanence en facing people? Ouais, exactement. Ma question n'était pas du tout claire, mais tu l'as compris. Je vais essayer d'y répondre. Et Léo, tu me diras si tu attendais à autre chose, mais prenons le côté candidat. Encore une fois, un des risques quand tu es recruteur, c'est de vouloir parler à tout le monde. Et tu es sollicité pour parler à tout le monde. Il y a tel type de candidat, tel type de candidat. Ouais. Et lui, il est pas mal, j'ai rencontré. Et en fait, quand tu es seul, tu vas pas pouvoir parler à 20 candidats pour un process. Enfin, il y a quelques fois, tu vas devoir le faire parce que tu es sur un process super dur, mais dans le tout venant, c'est pas possible. Et là où j'ai dû un peu prendre de recul, c'est de me dire, ok, j'ai essayé de calculer c'est quoi mon screen to offer, mon ratio de nombre de premiers entretiens que je dois faire pour avoir quelqu'un finalement qui signe une offre. Et parce que, encore une fois, je peux pas parler à tout le monde. D'une certaine manière, c'est quelque chose que tu dois assumer. Tu peux pas parler à tout le monde. Et donc, trouver le bon équilibre entre parler à beaucoup de candidats ou potentiels candidats et ne s'entretenir seulement avec ceux qui sont vraiment dans la cible de ton job. Et pour donner un petit peu de data, entre le début puis aujourd'hui, je pense que je suis passé de 8 à 10 entretiens par job à 4-5 max par job. Comment tu as fait ça? Tu cadres plus le besoin ou précales plus efficace Beaucoup plus cadrer le besoin. Je pense mais effectivement mes précales sont efficaces, et surtout, je pense améliorer le haut du funnel, d'avoir des job ads en fait qui sont déjà suffisamment clairs, suffisamment discriminantes, suffisamment attrayantes pour que ceux que tu contactes, en fait, ils ont déjà compris le job, ils ont déjà compris tes attentes, et tu peux rapidement aller dans le vif du sujet. Ok. Est-ce que ça répond à ta question, Léo? Ouais, côté candidat en partie, c'est vrai que du coup, comme tu dis, tu priorises tout. De toute façon, ton boulot, c'est prioriser. Ouais. Et donc, du coup, tu priorises les candidats à qui tu parles, les candidats à qui tu parles pas. Ouais. Je te dis tout à l'heure comme un exemple, mais est-ce que tu arrives à répondre à tous tes candidats, par exemple? Tu sais, genre, t'as toujours un peu ce truc sur LinkedIn, genre, faut répondre à tous ces candidats. Ouais. Est-ce que tu arrives à faire ça? Non. Et c'est quoi, du coup, le sort qu'il aurait laissé? Ouais. Je vais être très honnête, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Je reçois beaucoup de messages en direct sur LinkedIn. Ouais. Je peux pas répondre à tout le monde. Je vais essayer de répondre à ceux à qui je pense leur apporter quelque chose, parce qu'on aurait éventuellement un job à l'avenir en lien avec leur profil. Je réponds à ceux qui, on se met à la place on est le candidat un petit peu, ceux qui ont fait un message un peu personnalisé, qui ont pris la peine de se renseigner un petit peu, etc. J'essaie de mettre mon temps sur ce type de réponse. Et non, malheureusement, je peux pas répondre à tous les candidats. Par contre, à tous les candidats qui rentrent dans le process de recrutement, ouais.
qui ont en contact avec en premier contact avec le recruteur, clairement ça, j'en fais une religion, ils seront jamais ghostés. Merci pour ça. Et comment enfin, tu sais, genre, c'est un truc qui est dur quand t'es solotier, c'est que t'as pas ton manager qui vient te dire est-ce que c'est bien, pas bien, pourquoi, comment. Tu dois toi-même te faire un feedback, un peu l'autocritique, l'autotest. Comment tu fais ça? Comment tu te dis genre j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Comment tu sais a posteriori si t'as bien fait les choses? Ouais. Bah, c'est une bonne question. Je pense que ça va être la satisfaction du hiring manager. Tu vises pas la perfection, mais on parlait de MVP, Minimum Valuable Process, et te dire, ben, je fais un truc suffisamment clair, suffisamment cadré, que ce soit ton kick-off, que ce soit ton process, qui permettent au manager de sentir, ok, je peux faire confiance à Léon, il gère. Toi, tu vas pas avoir besoin pour chaque poste d'avoir un kick-off ultra poussé, ultra détaillé, etc. Encore une fois, je te donne un exemple. Je recrute une dizaine de store managers par an. J'ai pas besoin de refaire à chaque fois un kick-off ultra détaillé sur un store manager, par exemple. Tous les postes n'ont pas besoin du même niveau de storytelling, n'ont pas besoin du même niveau on va dire, de suivi, de précision que d'autres. Et donc, moi, comment je entre guillemets, je me rassure, je me dis, ok, ça marche, c'est que je donne un cap quand même au hiring manager. Voilà, t'as un poste super important. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te trouver 2 candidats max, que je je te préqualifie, je mets dans ton agenda, tu fais les entretiens, on fait le point à partir de là. Et normalement, ça devrait marcher puisque on sait qu'on l'a déjà fait ensemble auparavant. Donc il y a ce côté de les rassurer en leur donnant quand même une structure, il y a quand même un cap, sans toi te dire bah faut que je fasse le process parfait, super bien huilé, avec différents touchpoints, avec différentes étapes, etc. Il y a des choses fois très pragmatiques et ce qui compte, ben voilà, c'est le résultat, c'est la qualité de ce que tu proposes. 100%. Et c'est un truc hyper dur dont tu parlais au début, c'est que toi, un de tes KPI va être la satisfaction de tes hiring managers. Comment tu bosses avec eux? Comment tu t'assures d'être un peu le stratège à leur côté? Tu sais, souvent on dit que les recruteurs et les recruteuses manquent de stratégie, qu'on est trop des supports et pas assez business. Comment toi, du coup, tu es leur personne de confiance? Comment tu chopes ce rôle? Ouais. Bah, je pense que un des enjeux vraiment quand tu es solo TA, c'est d'être en mesure d'embarquer tes stakeholders, les hiring managers, les HRBP aussi, pourquoi pas, dans ta méthode et faire en sorte qu'ils soient aussi carrés et structurés que toi. Alors je t'ai dit encore, je t'ai dit avant, le but c'est pas d'être parfait à chaque fois, mais d'avoir un minimum de structure pour que les choses soient claires et tu puisses avancer. Typiquement, une des grandes erreurs que je faisais au début, c'était, ok, il y a un poste qui est validé. Dans la seconde, j'envoyais une invitation à Hiring Manager pour qu'on se pose tous les deux pour discuter. Il n'y avait pas d'agenda, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de structure. Et c'était puis un café, quoi. Voilà, c'était un café. Mais vraiment, je pense que c'est une bonne description, c'était un café. Puis je dis, bon, en fait, ça va pas être durable de faire ça. Je vais m'épuiser, je vais faire des réunions qui sont peu qualitatives, etc. Et ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai créé un petit pense-bête ou un petit template, si tu veux. Donc, je me suis inspiré aussi du bouquin que tu as fait avec Elise, ce fameux Why, What, Who, How, qui permet de structurer ton kick-off. Et ça, je demande au hiring manager de le préparer à l'avance en leur donnant la trame. Ça veut dire que 3 jours à l'avance, une semaine à l'avance, si besoin, ils savent quel type de questions je vais poser, comment va se dérouler l'échange et qu'est-ce qu'on va en garder à la fin, en fait. Et du coup, ils peuvent déjà faire ce travail, eux, rassembler leurs idées, mettre à plat, etc. Et ben, ce qui fait que tu rentres beaucoup plus vite dans le vif du sujet lors du kick-off. Vraiment de manière bête et méchante, c'est aussi assez simple que ça. Je pense aussi un truc super important. Rappelle-moi ta question, Léo. Bah, tu étais dessus, c'est comment justement tu es la personne de confiance auprès de tes managers, comment du coup tu les emmènes en fait. Enfin, c'est toi qui. Enfin, d'ailleurs, on parle de hiring manager, mais c'est toi le manager dans l'histoire, vu que c'est toi qui normalement doit les aider. Ouais. Comment tu fais ça autrement? Bah, je suis pas du tout, je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais comment tu crées de la confiance? Je pense que tu crées de la confiance en apportant de la clarté, en apportant une structure. Je me répète, j'utilise beaucoup ce terme de structure et de clarté, mais en gros, vu que tu es solotier, il y a personne qui te cadre à ta place, il y a personne qui rattrape le flou, il y a personne qui tranche si tu le fais pas, et ce flou, c'est de la charge mentale pour toi. Et donc, le plus souvent possible, moi, ce que j'ai aussi appris à faire sur ce job-là, c'est de jamais
Encore une fois, le plus souvent possible, c'est pas tout le temps, mais ne jamais terminer une conversation sur un candidat, sur la prochaine étape du process, sur un critère de sélection, sur, écoute, on verra plus tard. Oui. On verra plus tard, c'est juste du boulot que tu vas te rajouter. Mais vraiment exiger du hiring manager qui se positionne, même si c'est pour définir un minimum, un good enough, quoi. Tu vois. Et souvent, il y a beaucoup de managers qui aiment bien partir dans tous les sens, qui te font des listes à rallonge, machin. Puis tout l'enjeu, c'est de dire, ok, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on choisit? Tout ce que tu m'as dit, qu'est-ce qu'on garde? Okay. Et ça, c'est pas quelque chose qui était forcément inné chez moi à la base, mais que j'ai osé faire, que j'ai appris à faire. Et en faisant ça, tu te délestes un petit peu encore de cette posture du recruteur-sauveur qui va va tout prendre sur lui, va trouver toutes les solutions, va trouver toutes les réponses à tout, qui s'attribue la responsabilité, mais en fait la responsabilité tu la fais partager aussi à ton hiring manager. Ok. Du coup, tu arrives comme ça normalement à faire en sorte qu'il soit content. Est-ce que tu disais que tu mesurais est-ce que tu mesures la satisfaction d'un point de vue quanti ou c'est non. que quali? Non, là je suis vraiment là je vais pas te mentir, j'ai pas de KPIs qui mesure une satisfaction d'un manager. Moi, ce qui me suffit en tout cas dans ma réalité, dans mon job, c'est vraiment d'être très connecté avec eux et puis d'aller demander du feedback. À plus 3 mois, plus 6 mois, comment ça se passe avec tel et tel, etc. Ouais. Oui, après, en vrai, tu pourrais même transformer ça presque en quanti, genre, tu vois, comment ça se passe, tu leur dis, genre, je sais pas, de 0 à 10 à quel point t'es content, et du coup, ils te diront, bah ouais, moi je suis content, allez, je dirais 7, et du coup, tu peux transformer un truc qui est censé être scientifique en un truc un peu à l'arrache, et tu pourrais voir comme ça. Pareil, aussi lesquels sont les plus exigeants, parce que je suppose que t'as des managers qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres aussi. T'en as qui vont te dire ça va très bien alors qu'ils sont pas contents, et t'en as qui vont être c'est nul alors que la personne elle est incroyable, mais elle est pas à leur niveau d'exigence. À fond. On les aime, les hiring managers. Et quand on inverse quand tu changes de fusil d'épaule et que tu passes côté candidat, comment tu es tout seul pour les gérer, ces candidats, pour les convaincre, pour les comprendre, pour les motiver, c'est super dur. Ton temps est compté. Comment tu l'optimises ton temps pour que ce soit quand même quali pour les candidats? Ouais. On a déjà parlé un petit peu avant de la partie quanti. Je peux pas parler à tout le monde. Non. Tu vas faire des choix, tu dois arbitrer, tu dis ok, lui je vais pas le contacter, cette personne-là je vais pas lui parler. Effectivement, comme moi, dans le process, moi, je vais faire le screen, je vais faire un premier entretien, je vais définir une shortlist. Donc, c'est une partie importante puisque, de certaine manière, je vais tester vers ces candidats si ça vaut la peine que le hiring manager il passe encore derrière 1 heure, 1 heure et demie avec. Moi, ce que j'ai appris à mettre en place, c'est de dire ok, il faut que je facilite l'échange avec le candidat dans un souci de qualité et d'efficacité. Au lieu de se dire, au lieu de commencer un entretien sans vrai objectif, de manière assez floue, avec la question classique genre parlez-moi de vous, qui est une question affreuse, puisqu'en fait, tu donnes plein de possibilités au candidat en termes par quoi il commence, et 9 fois sur 10, en fait, t'es pas convaincu, son démarrage ne te convient pas, c'est chiant. Et ça le met pas en valeur. Et puis, mine de rien, t'as un biais où tu vas aimer que les gens te parlent de la manière dont toi t'aimerais que tu parles de toi, et ça dit rien à part la chance, quoi. Et donc, moi, pour chacun de mes entretiens, je commence toujours par t'en es où aujourd'hui? C'est quoi ta situation pro? Et pourquoi on se parle cet après-midi ou ce matin? Et tout de suite, ça permet de savoir ce que tu cherches. Et la personne en face de toi, elle comprend ce que tu cherches. Elle cherche pas à savoir... je cherche pas à savoir quelle école il a faite, quel type d'études, quel voyage, quel était son premier job. Non, déjà, donne-moi le contexte. T'en es où aujourd'hui? T'en es où dans ton job? Qu'est-ce qui fait qu'on se parle? Qu'est-ce qui fait que t'as postulé? Qu'est-ce qui fait que t'as répondu à mon message, etc. Et ça veut dire que je vais vraiment d'abord chercher le contexte dans lequel s'inscrit la candidature, ou si c'est pas une candidature, quelqu'un qui dit open to work ou qui est prêt à avoir une discussion avec un recruteur. Chercher à comprendre ce contexte, chercher le contexte dans lequel s'inscrit le candidat, vouloir le comprendre avant de tester tout de suite les compétences. Moi, j'estime, encore une fois, dans l'organisation dans laquelle je suis, j'ai pas le temps de moi-même tester les compétences de tous les candidats, et d'une certaine manière, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est plutôt de se dire, ok, est-ce que ce candidat, ça vaut la peine que le hiring manager passe 1 heure et demie avec lui pour tester ses compétences? C'est plutôt ça. Donc c'est pour ça que moi, je vais chercher le contexte, je vais questionner à fond le candidat sur pourquoi de sa démarche. J'ai posé des questions sous différents angles pour qu'il soit capable d'expliciter ses attentes, ses motivations, pourquoi ce job-là et pas un autre finalement, c'est quoi tes autres process, pourquoi quels vont être tes critères de sélection, etc.
qui est aussi une manière de tester un petit peu le fit, la motivation entre le candidat et le job sur lequel il a postulé. Et puis ensuite, faire avancer les candidats sur la suite du process selon leur capacité à se projeter sur la nature du poste. Ok. Je veux dire par là, c'est que je vais être peut-être plus exigeant sur un poste senior, stratégique, et je vais être plus exigeant dans le premier call, me dire est-ce que la personne elle arrive déjà à se projeter, est-ce qu'elle a compris l'annonce, est-ce qu'elle a compris le job, est-ce qu'elle a compris les enjeux, est-ce qu'elle a compris dans quel écosystème on se trouve, etc. Tandis que quelqu'un qui est peut-être soit plus junior, soit sur un job peut-être moins exposé, je vais peut-être pas attendre ce niveau-là, et je vais plutôt me baser sur d'autres choses pour, typiquement, encore une fois, une curiosité, une motivation pour le faire avancer dans le process. Okay. Et en fait, c'est pour ça que j'ai repris un petit peu ce que Léonard Collomb disait dans un de tes podcasts. Cœur sur Léonard, tu nous écoutes. Léonard, Léon, Léo, c'est la team en plus. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il disait du coup, Léonard? La team d'Elo. Big up to Léonard Collomb. En fait, je me souviens, il avait dit je demande souvent à mes équipes, là je parle comme si j'étais Léonard Collomb, je demande souvent à mes équipes, lorsqu'ils parlaient des candidats, leur demander qu'est-ce qu'on a sur la personne. En fait, c'est ça. Moi, j'ai envie de pouvoir dire que le manager qui me pose la question qu'est-ce qu'on a sur la personne, je dois être en mesure de dire il en est là aujourd'hui, il fait tel type de job, tel type en plus du CV quoi. En plus du CV, exactement. Ouais. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que ça vaut le coup que tu l'entretiens, tu l'interviews. Surtout qu'à l'heure de l'IA aujourd'hui, c'est là où tu auras ta valeur ajoutée en tant que recruteur. C'est déceler ce qu'il y a au-delà de juste ta CV, ton profil LinkedIn, genre si t'es un dev, ton truc GitHub, où on peut voir objectivement ce que tu as fait, mais il n'y a pas ce côté genre qu'est-ce que tu cherches. Et donc ça, c'est ce que tu dis, c'est hyper important. Les drivers les motivations sont beaucoup plus des fois importantes que les compétences. Exactement. Quelqu'un de motivé qui a moins de compétences, ce sera mieux que quelqu'un qui s'en fout, quoi. Tu prêches en convaincu. Ouais. Du coup, je le sais, donc ça ne te challenge pas de dire ça. Et est-ce que ça marche? Du coup, tu as des résultats sur ça? Ils te disent quoi, les candidats? Est-ce que alors, deux questions. Est-ce que, tu mesures d'un point de vue quanti, genre avec un NPS ou quoi? Et deux, est-ce que du coup, d'un point de vue quali, tu as des feedbacks? Alors, j'ai plutôt me concentrer sur le côté quali, puisque... T'aimes pas les chiffres? Je suis anti-data. J'aime pas les maths. Non, c'est pas vrai. Mais à la fin de mes entretiens, je demande toujours aux candidats, c'est quoi ton feedback? Ça fait 30-40 minutes qu'on échange, c'est quoi ton feedback, c'est quoi ton impression, ton ressenti. Et franchement, un des plus beaux feedbacks qu'on m'a fait, c'était une jeune étudiante qui postulait une alternance en comptabilité et qui m'a dit à la fin de l'entretien, alors moi j'ai pas beaucoup d'expérience en recherche d'emploi, etc. Mais c'est la première fois que j'ai l'impression qu'on s'intéresse à moi et qu'on me pose des questions sur ce que j'aime faire, ce que j'aimerais faire, ce qui me donne envie, là où j'ai du plaisir, etc. Plutôt qu'une liste de questions bêtes et méchantes. Et franchement, ça, pour moi, c'est le plus beau feedback et qui me conforte, en tout cas, dans cette approche de continuer à être très aller chercher le contexte, aller chercher les leviers de motivation et puis les aspirations des candidats en premier lieu, avant de rentrer sur des choses plus techniques, compétences, etc. Vas-y. Ouais, je sens que t'as un truc à dire, donc je vais pas te couper avec une autre question. Mais comme on était encore une fois sur le côté, faut cadrer l'échange, faut rester efficace, faut rester. Encore une fois, je peux pas parler à tout le monde. Ce qui marche aussi, et ce que j'ai appris à faire, c'est de faire preuve d'assertivité dans ton entretien, dans ton feedback, et de transparence. Quand je dis assertivité, c'est être capable de donner un feedback immédiat, si c'est possible, à l'issue de l'entretien. Et dire en fait je t'explique ça. Même dire non, ouais. Et ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que A, B, C, D. Et aujourd'hui, pour moi, tes compétences ou ton projet professionnel, etc., pour X et Y raison, il fonctionne pas. Plutôt que dire ok, merci, je te recontacte dans le courant la semaine prochaine, et en fait, encore une fois, tu te rajoutes la charge mentale. Et donc, avoir ce feedback immédiat, ne pas avoir peur de couper l'entretien après 5-10 minutes. Et franchement, c'est un peu bizarre à dire, mais mes meilleurs entretiens, parfois, sont ceux qui ont duré 5 minutes. Parce qu'en fait, j'ai pu déceler très rapidement que ça allait pas le faire. Bah oui, bien sûr. Et j'ai coupé le candidat et je lui ai dit directement. Et 99% du temps, en fait, on me remercie pour ça. Ils perdent pas de temps, ils arrêtent de se stresser en mode j'aimerais vraiment faire ce job. Bah non, juste exactement. Pour des raisons valables et tangibles, ça marche pas. Donc, Tu pourrais dire, ok, tu lui fous un gros coup dans la nuque directement, mais en fait, ça le libère. Tu fais gagner du temps à tout le monde. Et puis, toi, tu te libères de la charge mentale. Et tu vas sourcer pendant les 45 minutes que tu as gagné de temps. Par exemple, exactement. Et ce qui, je pense, qui est important pour que
tes candidats soient aussi tes alliés, te fassent pas perdre de temps, qu'ils puissent avancer dans le process de manière efficace, c'est aussi de leur donner la possibilité d'être acteurs du process. Leur donner une sorte d'agentivité, que c'est pas juste un recruteur supérieur qui va les prendre par la main, mais que eux aussi, tu leur demandes de se positionner. Typiquement, moi, souvent après l'entretien, où super profil, mais peut-être pas t'as encore des doutes sur sa motivation, sur est-ce que ça fit, etc. Ou quelqu'un que t'as sourcé, donc qui est pas forcément, qui a pas été tout de suite exposé à ton job, etc. Il a rien demandé, etc. Tu dis, écoute, je te laisse 24 heures pour réfléchir. Si c'est positif, tu reviens vers moi avec 3 créneaux. Et tu lui donnes le choix en plus. Et tu lui donnes le choix. Et tu reviens avec moi avec 3 créneaux pour rencontrer le hiring manager. Okay. Et du coup, toi, tu te délaisses de cette responsabilité-là de dire, ok, il faut que je revienne vers cette personne. La balle est dans son camp. Ça lui donne un sentiment peut-être encore une fois, pas de pouvoir, mais de légitimité. Je pense que c'est ça que tu donnes la légitimité au candidat. Et en fait, tu sais que tu peux compter sur lui, quel que soit le retour pour la suite ou pas du process. C'est marrant ce que tu dis là, c'est une transition à ce que je voulais te poser, mais du coup merci. C'est une sorte un peu de la manipulation. Alors, on dit pas manipulation, on dit influencer quand on est quelqu'un apparemment genre de diplomate. C'est une bonne manière du coup pour toi en fait. Moi je préfère dire manipuler. Là en fait c'est une manière de faire en sorte que la personne te dise elle qu'elle continue. Donc du coup elle aura plus envie de continuer le process vu que c'est elle qui aura choisi d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et ça, est-ce que t'as des techniques là-dessus pour que ça marche? Et côté candidat, donc dans ton vente numéro 1, et côté hiring manager, dans ta vente numéro 2. Ouais. C'est quoi tes techniques pour que les deux, ils aient envie de continuer et qu'à la fin, paf, ils se serrent la main et toi, du coup, tu passes à autre chose et t'as un autre job à aller closer? Ouais. Comment tu manipules? Pardon. Comment tu influences? Ouais, comment tu influences? Alors, côté manager, je pense qu'il y a deux manières de faire. C'est, lorsque c'est possible, évidemment, de leur présenter le profil. Voilà, je vais parler à cette personne. Si cette personne, mon entretien se passe bien, on est OK, on peut aller de l'avant. Tu as déjà demandé au manager de se positionner d'une certaine manière, ça va être difficile pour lui de revenir en arrière. Donc c'est quoi, tu donnes un seuil minimum à partir duquel tu passes à la suite? Genre, exemple, je sais pas, une note de 0 à 10, par exemple, tu dis si tu as un candidat qui est 8, peu importe le candidat, tu le passes à la suite, ou c'est pas ça? Alors c'est plus me dire, j'ai parlé à cette... Voilà les 3 profils auxquels je pourrais potentiellement parler. Okay. Est-ce que... sur la base du papier, et si je te fais en feedback positif après l'entretien, on est dans la cible, on est prêt à aller de l'avant. D'accord. Première option. Deuxième possibilité, et je trouve que c'est là, encore une fois, que tu as la valeur ajoutée, c'est que tu présentes pas juste un morceau de papier, un CV, tu dis, j'ai passé 45 minutes avec cette personne, je vais pouvoir te raconter une histoire sur ce candidat. Ton manager, c'est ce que j'ai expérimenté, va être beaucoup plus enclin à te suivre, parce que tu apportes des éléments concrets, t'as passé du temps avec ce candidat, que si tu montres, que si tu as fait un screen ultra rapide, ou si tu as juste passé un CV. Trop intéressant ce que tu dis là, et je vais te poser une question piège que posait Marion dans l'épisode que j'ai enregistré avec elle, c'est et concrètement. Et concrètement. Je sais pas si tu vas écouter celui-là, à chaque fois elle le disait et concrètement, donc et concrètement, comment tu fais ça? Ouais. Donc comment est-ce que je fais pour convaincre mon hiring manager? Souvent, je lui donne aucun chiffre, j'ai parlé à tant de personnes. Ok, donc tu montes tes chiffres quand tu fais du sourcing du coup, ou par exemple, par rapport au profil de source, candidate, peu importe les deux. Ou je me pose avec le manager, je dis voilà, il s'est passé une semaine, j'ai parlé à tant de personnes. Ok. Ouais, j'ai parlé à 6 personnes. Sur ces 6 là, il y en a seulement 2 que j'ai retenus. Il y en a 2 que j'ai retenus, pourquoi? Parce que, et je reprends des éléments du kick-off en fait. Je reprends soit la scorecard, soit la liste de critères qu'on s'était donné, etc. Et parfois t'as un joker, tu dis en fait celui-là était pas forcément dans la cible, mais je lui ai parlé et ok, il connaît pas le réseau de distribution qu'on souhaite avoir sur ce poste. Par contre, il s'est ultra renseigné, il est ultra motivé, il arrive avec des compétences peut-être qu'on n'a pas. Un petit joker, là où je t'invite vraiment à le rencontrer. Donc, montrer le travail que tu as fait, en fait. Et pas juste peut-être la pointe de l'iceberg, parce que le hiring manager va vouloir voir que la pointe va voir que la pointe de l'iceberg, ce qui est normal. Juste que tu lui dises, je te présente une personne, mais ça veut pas dire que j'ai parlé à une seule personne. Mais j'ai parlé à 10 personnes, et c'est vraiment cette personne-là qui selon moi répond le mieux à tes critères. Et encore une fois, je peux me tromper, rencontre-le
et ça se trouve, tu vas me faire un retour, tu vas me faire un feedback plus ou moins négatif, et bah, ça va me permettre de recalibrer, et puis de peut-être découvrir des choses que j'avais pas suffisamment creusées moi de mon côté. Et donc là, je paraphrase ce que tu dis, mais en fait, c'est juste de la curiosité et s'intéresser à eux. Parce que tu vois, tu as un truc souvent, moi, les reproches que j'entends, enfin, on fait beaucoup de formations à des managers, donc des line managers, les reg managers, Ouais. donc les fameux non-recruteurs, et ils te disent Mm. toujours, mes recruteurs et recruteuses connaissent rien à mon métier, ils s'intéressent pas au business, Mm. ils s'intéressent pas à moi, ils savent pas ce que je fais, ils savent pas qui je suis, etc. etc. Bon, Mm. souvent, c'est un peu en mode genre, tu sais, genre tout la boîte de Pandore et ils se Ouais. déversent toute leur rage sur moi. Moi, je suis là, mais je Ouais. suis pour rien. Ouais. Et comment tu fais toi pour t'intéresser à eux? Parce que c'est ça ce que tu dis, c'est tu t'intéresses à leur quotidien et tu leur montres Mm. aussi que tu as compris et tu montres que toi, tu es stratégique et business. Comment tu fais Ouais, ça? ouais, ouais. Bah, ouais, tu mets effectivement le doigt sur quelque chose d'important. Là, j'ai essayé de parler de méthode, d'organisation, etc., pour que tu puisses embarquer tes hiring managers avec toi dans ta méthode et être perçu comme légitime. Bah, avant ça, tu dois gagner leur confiance. Et pour moi, gagner la confiance dans hiring manager, c'est bah, déjà via tes résultats. C'est bête, c'est simple, simple comme bonjour, mais euh, te- moi, ma petite fierté de recruteur sur mon job aujourd'hui, c'est pouvoir me dire que sans mon intervention, sans mon sourcing, sans plusieurs relances, sans mon abnégation, avoir vraiment la personne au bout du fil et qu'elle avance dans le process, ben il y a des gens qui sont aujourd'hui top performers qui seraient pas là. Hmm. Et ça, je pense que c'est une belle carte de visite aussi pour. T'as été assez pushy comme il fallait, quoi. Voilà. Tu peux pas l'utiliser tout le temps, au contraire, mais Non. à la fin, ce qui compte, bah, c'est aussi tes résultats, et je pense qu'il faut pas l'oublier. Après, effectivement, pour être perçu comme légitime, gagner la confiance, ça passe par s'intéresser à eux, s'intéresser à ce qu'ils font, développer cette curiosité pour le business. Moi, je travaille dans une entreprise, en fait, on vend une marque, on vend des produits à des consommateurs. Ok, qu'est-ce que ça veut dire vendre des produits à consommateurs? Pourquoi on vend plutôt tel type de collection à ce client-là et pas l'autre à celui-ci. Pourquoi, en fait, si on ouvre tel magasin-là, ça va peut-être mettre en péril une autre partie du business pour x, y raison. Donc, c'est cette curiosité pour le business, la compréhension du business et de l'organisation que tu développes grâce à ça, ta capacité à poser les bonnes questions, alors ce côté très, en fait, parfois naïf. Attends, mais pourquoi on a fait ce choix-là? Pourquoi on a décidé de mettre tel type de client dans telle équipe? Tu vois? Ouais. Et je pense qu'il y a un truc que je dis souvent, enfin je le dis souvent, je le dis à moi-même surtout, c'est de se rappeler que notre job en tant que recruteur, il existe d'abord parce avant ça, il y a un business, il y a une entreprise, il y a des équipes dont c'est le job de faire en sorte que ça roule. Et le minimum, c'est de s'intéresser à eux et à ce qu'ils font. Et donc ton rôle en tant que solotier, il te met naturellement en fait dans des conditions pour te renseigner auprès de ces gens-là, puisque en fait, tu es censé parler à tout le monde, à toutes les équipes, tous les corps de métier, et tous les niveaux hiérarchiques. Et donc concrètement, moi, qu'est-ce que je fais pour développer ma légitimité avec eux? Donc c'est vraiment via une forte connexion au business. Je te l'ai dit avant, adopter une posture basse et vraiment essayer de poser un maximum de questions. Qui pourraient peut-être paraître bêtes, mais voilà, vraiment sur des choix que fait telle équipe, sur tel projet, etc. Développer ton réseau à l'interne avec des gens que ce soit. Alors c'est plus facile lorsque tu partages le même bureau, mais ça peut être aussi fait de manière virtuelle avec les gens qui étaient souvent en contact. Parfois sortir un petit peu de son équipe HR et puis d'aller passer du temps à midi, manger avec des gens d'autres équipes. Demander à être inclus aussi dans des présentations, dans des réunions. Spoiler, moi c'est vachement apprécié en fait cette curiosité là de voir que en fait le recruteur il s'intéresse vraiment à ce qu'ils font et il va participer à ces réunions. Et pour toi tu t'apprends des choses en fait. Et pour moi je me nourris en fait de ça. Et tu peux dire un élément que tu auras entendu à la réunion. Alors si c'est un truc pas confidentiel, tu peux le balancer au candidat aussi derrière, donc c'est tout bénef en fait. Exactement. Tu te crées un business acumen qui est super fort en participant à ces moments-là. J'aime bien ce terme, business acumen. Et puis aussi, alors tu vas pas pouvoir le faire pour tous tes recrutements, tous tes process, t'as pas le temps, mais pour certains postes, peut-être des postes peut-être plus stratégiques, plus seniors, participer aux entretiens techniques, participer au business case, qui là aussi te permettent de saisir de la matière vraiment du job qu'ils font, etc. Et je pense que, enfin moi je suis convaincu et je pense que c'est ça que j'observe depuis 3 ans et demi sur mon job, que démontrer vraiment cette forte appétence pour le business de l'entreprise, pour ce que font tes hiring managers, fait que tu es perçu différemment
et surtout de manière positive. Bien sûr. En fait, tu feras mieux ton job après, ils te font plus confiance et du coup, tu embarques plus tout le monde et donc du coup, tu performes plus in fine. Et en fait, tu influences leur perception. Tu changes par ta curiosité, par ta proximité, tu changes la manière dont les équipes voient les ressources humaines, le recrutement en particulier. Trop stylé. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu avais un autre truc là-dessus avant qu'on passe à une partie qui est hyper intéressante, c'est comment tu progresses tout seul, parce que c'est dur quand t'es solo TI de progresser tout seul. Moi, c'était, tu vois, mes premières grosses expériences, c'était ça. Donc, du coup, tu dois t'auto-former avec de l'autodiscipline. Est-ce qu'avant qu'on passe à ça, t'as un truc à rajouter sur cette partie-là ou... Ouais, je pense qu'un peu en conclusion de ce côté, en fait, ce que je viens d'expliquer, c'est en mesure d'influencer sans avoir cette autorité. J'ai pas de titre qui me dit que je suis le supérieur au salary manager. Pas du tout. Mais je pense que c'est ça, en fait, c'est savoir influencer, embarquer tes stakeholders avec toi sans autorité. Et peut-être que ça puisse servir à ceux qui nous écoutent. Tu vois, quels sont les signes qui te permettent de dire, tiens, en fait, j'ai gagné la confiance de tel et tel. Et ça qui sont les petites victoires, je pense, pour les recruteurs et qu'il faut qu'on salue, c'est qu'on vient vers toi pour te demander ton avis. Ouais. Alors que souvent on s'en fout. Alors parfois on peut s'en foutre, mais ça a l'air bête, mais ça veut dire que tu as une expertise qui a de la valeur. Pour te demander voilà, ce que tu penses de telle ou telle situation, est-ce qu'on devrait faire plutôt comme ci ou comme ça. Quand ton interlocuteur te répond « Ah, c'est une bonne question, ça, j'avais pas pensé. » En fait, genre, il accepte de remettre en question ce qu'il ou elle fait pour toi, ce que tu vas lui raconter. Quoi. Exactement, ou soit se dire « En fait, j'ai pas pensé à ce point-là, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, je m'arrête dessus, merci de me le dire, c'est vrai qu'il faut peut-être le prendre en considération. » Tu me sur conseil un peu, quoi. Exact. Et en fait, alors, voilà, j'ai parlé beaucoup de méthodes, de productivité, un tout petit peu d'IA, etc. Je pense que, in fine, ça c'est des moyens qui vont t'aider à faire ton job, mais ce qui va vraiment rester, ce qui va faire la différence, c'est la relation et la connexion que tu vas créer avec le business, avec tes hiring managers, qui va amplifier ce que tu as mis en place en termes de process, d'outils, etc. C'est basique ce que je vais dire, mais tes process, tes outils, s'ils servent pas à quelque chose, s'ils servent pas plus à toi à engager avec tes managers, en fait, tu vas pas créer de valeur. Et je pense que c'est vraiment ça à la fin que je veux qu'on retienne, c'est que c'est la qualité de la relation que tu vas construire avec ta hiring manager qui fait que oui, tu vas être plus efficace, tu vas recruter mieux, et surtout que tu vas kiffer ton job. Et ça te fait réussir quand tu kiffes ton job beaucoup plus. Enfin, je pense que je fais partie de ces gens qui sont passionnés par le recrutement et c'est important pour performer, pour tout après, du coup, et pour aussi, c'est une bonne transition vers ce qu'on a parlé juste après, le jeu numéro 2, comment tu te développes quand t'es solo. Merci pour tout ça et du coup, on passe à ce jeu 2 qui est le Fast and Tam Tam. Attention, 3, 2, 1, Fast and Tam Tam, c'est parti pour toi. Léon, première question, plutôt fondue ou raclette ? Raclette. Est-ce que tu préfères être solo TA et tu gères tout ton quotidien ou tu es dans une équipe de 100 personnes et tu gères ton scope à toi ? Première option. Plutôt Columbia ou Aigle ? Columbia. J'adore ce genre de questions. Plutôt Columbia ou Argentina ? Celle-là, elle est plus... Columbia. Je veux dire Argentina parce que j'ai jamais visité l'Argentine. Alors que Colombie, oui ? Oui. Ok. Un monde où l'IA prend les jobs de tous les recruteurs et ça se passe mieux pour tous les candidats et pour les hiring managers, ou alors statu quo et le monde d'aujourd'hui. Genre, t'as plus de recruteurs et l'IA est tellement bonne que tout le monde est content, ou alors on reste aujourd'hui en mode who knows. Elle est dure celle-là. Ouais, elle est dure. Je vais prendre l'option 2 parce que je suis pas... Mon petit doigt me dit que je suis pas convaincu que tout le monde serait content. Ok. Tu préfères un outil magique qui détecte les mensonges des candidats systématiquement, ou alors un outil qui détecte les mensonges des hiring managers pendant les kick-offs ? Ah, les mensonges des hiring managers. Ski de fond ou ski alpin ? Ski alpin. Je sais pas si on dit ski 2D. En fait, ni l'un ni l'autre. Ouais, exactement. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bien au contraire. Ni l'un ni l'autre. 0. La luge. Non, mais ski de rando. Ski de rando. Ouais. J'aurais pu. Troisième choix, ski de rando. J'adore. Tu préfères alors celle-là, attention, tiens-toi bien, un outil de sourcing magique qui te trouve les bons candidats, mais t'as pas le droit de les contacter. Juste, on te dit, ils existent, mais t'as pas le droit de leur parler. Ou alors, un outil qui te trouve que 2 candidats par poste, mais qui sont parfaits et qui ont envie de postuler direct, t'as même pas besoin de les convaincre. Donc t'as le choix de savoir qui existe, mais t'as pas le droit de leur parler, ou alors t'en as 2 qui sont incroyables, mais t'en as pas d'autres.
Ok, mais est-ce que si je prends la première option, je peux par moi-même trouver des moyens pour Non. trouver leur Tu sais juste qu'ils existent et qu'ils peuvent un jour postuler, mais tu peux pas les contacter du tout. Ok. Bah, je sais pas si je prends l'option 2, c'est qui est capable de me dire qu'ils sont vraiment bien ces candidats? C'est 100%, tout le monde, ils sont 100% parfaits. Ok, et c'est l'outil qui le dit. C'est toi et l'outil. C'est moi l'outil. Bah écoute, je suis solotier, je peux pas parler à tout le monde. Si j'en ai deux très bons, ça me va bien. De fou. Ça m'apprendra à poser des questions complexes. Et attention, dernière question, est-ce que les Léons et les Léos, et on prend aussi les Léonards, devraient être au pouvoir tous et toutes ou pas? Enfin, tous d'ailleurs. Et les Léa, on prend les Léa aussi. On prend les là. Pourquoi ils devraient être au pouvoir? Je sais pas, parce qu'on a des noms stylés, non? Non. Ouais, je dis non. J'adore. Merci. Mais ok, tu m'as cassé mon rêve. Je crois que t'allais dire oui, bien sûr, je n'entendais que ça. Et on va faire un parti, le Désolé si je t'ai PDL, déçu sur ce plan. le parti des Léo et Enco. Je suis très triste, mais on va quand même continuer l'épisode. Troisième du coup partie va être assez simple et c'est intéressant. Et je me souviens qu'on avait on avait fait un épisode sur ce thème-là. De mémoire, c'était avec Maxime Lebras qui s'appelait Comment progresser en tant que recruteur. Je crois que c'était avec Maxime, si j'ai pas de bêtises. Ou peut-être pas. Tu l'avais, en tout cas l'épisode avec Maxime, t'avais appelé ça avec le Didier Deschamps du recrutement. Tu vas les surnommer Didier Deschamps. C'est beau. Ouais. Tu te souviens plus que moi de mes épisodes, j'adore. Pourquoi je te pose cette question-là et pourquoi est-ce qu'on va clôturer l'épisode sur ça? Parce que c'est un truc qui est super dur. Quand t'as un ou une manager, quand t'es dans l'équipe, tu peux progresser via tes collègues ou via ta manager. Quand tu n'as pas ça, comment tu fais? Ouais. C'est une très bonne question. Comment tu deviens la meilleure version que le Léon d'hier? Of course, yeah. Ouais, effectivement, c'est primordial et c'est ce qui permet aussi de sans cesse te renouveler un petit peu quand parce que encore une fois t'es solotier, t'as pas de recruteur avec qui tu peux échanger au quotidien, etc. En tout cas, encore une fois, si je fais un petit peu d'introspection puis je regarde ce qui fonctionne avec moi, pour moi c'est vraiment la curiosité qui est le premier moteur de la formation, de l'amélioration. C'est me dire curiosité déjà pour ton métier à toi de recruteur, voilà, quels outils je peux utiliser, quelle posture je peux adopter, voilà, quel type de questions en fait je pourrais poser pour obtenir pour tel type de thématique, et aussi une curiosité pour le business que tu cherches. On en a parlé tout à l'heure. Et en fait, cette curiosité pour le business que tu sers, elle va aussi servir à t'améliorer sur ton propre métier en tant que recruteur. Je donne un exemple, déjà. Et concrètement. Ouais, et concrètement, exactement. Plus tu comprends pour qui et pourquoi tu recrutes, je parle du business, plus tu comprends pour qui et pourquoi tu recrutes, plus tu vas être efficace, quali et avoir de l'impact en tant que... tu vas convaincre les candidats, tu seras mieux sourcé parce que tu auras les mots-clés, etc. Exactement. Et moi, il y a un truc qui était, je trouve, super inspirant pour moi, c'est de se dire de qui je peux m'inspirer dans la boîte qui n'est pas recruteur, d'autres métiers, pour être meilleur dans mon job. Et moi, je bosse dans une boîte qui a une forte propension commerciale. On vend une marque, on vend des produits, et on a ce job qu'on appelle le Key Account Manager, de Sales Representative. Donc, en gros, c'est de l'account management. C'est quelqu'un, c'est un sales qui va vendre une collection à un client. Le client existant, ça peut être un retailer, etc. Moi, j'ai pas fait d'études commerciales, donc c'est quelque chose c'est plutôt que j'ai découvert vraiment sur le terrain comme ça. Mais en fait, le Key Account Manager, comment il traite son client, il est pas au début de la saison, on dit voilà ce que je te propose d'acheter pour ta saison suivante. Hop, on se revoit dans 6 mois. Donc, au contraire, le Key Account Manager, il va s'intéresser à son client, qu'est-ce qui a performé ou pas la saison précédente. Il va lui présenter la nouvelle collection, pourquoi il a fait ce choix-là, pourquoi il a choisi cet assortiment. Une fois que c'est fait, une fois qu'ils sont mis d'accord sur le carnet de commandes, sur le montant d'acheter, le sales, le key account manager, durant la saison, il va avoir des touchpoints réguliers avec son client. Comment ça se passe, quels sont les retours en magasin, qu'est-ce qui performe le mieux. Là, je vois une opportunité pour mettre en avant tel produit, etc. Donc en fait, c'est ce côté où le sales, il est proactif. Il va poser un cadre, il va construire un partenariat avec son client. En fait, tu transposes ça à un job de recruteur avec hiring manager, c'est exactement la même chose. En tout cas, il y a beaucoup de parallèles, que tu peux prendre. Et une fois, j'avais demandé à un hiring manager, ok, d'accord, mais juste c'est quoi pour toi un bon key account manager? Un bon key account manager, c'est quelqu'un qui va arriver en réunion avec le client, qui va dire,
voilà où on en est, voilà ce que je pense, voilà pourquoi je le pense, voilà ce que je propose pour Donc la la saison structure, suivante, la structure. ouais. Bah en fait, quand t'entends ça, quand j'ai entendu ça, je là, mais en fait, faut que je fasse pareil. Faut que je fasse pareil pour que construire cette De confiance-là, fou. qu'ils me perçoivent de manière légitime et surtout qu'on ait un partenariat de qualité. Donc voilà, s'inspirer vraiment du business, c'est aussi une bonne Ok. manière, je trouve, c'est une bonne manière de te former toi aussi Ouais. sur ton job. Donc source d'inspi numéro 1 quand t'as de la chance du coup parce que tu peux t'as des gens après qui sont recruteurs indep donc qui sont pas ça ou des gens qui sont dans des boîtes je sais Bien pas genre sûr. très tech qui ont pas forcément trop de sales donc Ouais. numéro 1 si t'as des sales t'inspirer d'eux numéro 2 source d'inspi tu dirais c'est quoi Ouais. en type de mode de développement quoi. Ouais, moi, quand on parle de curiosité, mais c'est aussi d'être le plus possible dans une posture réflexive par rapport à ta pratique. Ça veut dire creuser ton intuition lorsque tu te dis que telle et telle chose, tu pourrais faire mieux ou faire différemment. Moi, j'avais par exemple, j'arrivais à un moment où à chaque fois, j'avais établi une shortlist, j'avais établi une shortlist de candidats, je- j'en parlais au manager, ok, bah ils sont prêts à te rencontrer. Oula, ouais, attends, mais là, je suis absent d'une semaine, après je suis en voie de déplacement là, nanana. Puis en fait, j'étais là, ok, en fait, il faut que je sache à peu près combien. Calculer cet écart en fait, entre le lancement d'un job et puis le lancement, le hiring manager Ouais. peut rentrer dans la danse si tu veux. Et à partir de là, ben, moi je me suis dit, ok, je vais calculer un KPI que j'appelle Time to Interview, qui me permet de planifier et qui permet au hiring manager, ben voilà, on commence maintenant, j'ai déjà te bloqué 4 créneaux dans ton agenda dans 3 semaines, parce que c'est le temps que ça me prendra de faire du sourcing éventuellement, de passer des présents d'entretien et d'établir une shortlist sur laquelle je suis convaincu que ça vaut la peine que tu avances. Ben voilà, ça c'était typiquement un exemple d'intuition, il y a quelque chose qui marche pas, et il faut que je trouve un moyen pour essayer de régler ça, ou en tout cas de l'anticiper pour pas arriver à ce moment où tu es bloqué. Et puis, bah, évidemment, c'est se renseigner à travers des podcasts, TamTam ou d'autres, des newsletters sur LinkedIn, sur ce qui se fait ailleurs. Typiquement, c'était le cas pour moi sur un kick-off, vraiment d'être capable de Ouais. structurer un kick-off. Ça, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait à l'externe. Après là-dessus enfin toi c'est un truc qui revient souvent et alors je vais exprès te challenger sur ça mais on parle beaucoup de faire de la veille et d'aller voir comment est-ce que tu arrives à transformer ça dans tes pratiques parce que tu as beaucoup de gens qui vont regarder qui vont scroller LinkedIn qui vont lire des NL ou écouter des podcasts comment toi tu arrives après à te dire vas-y ça j'aime bien je vais me le transformer dans un truc que je fais dans la vraie vie. Ouais. C'est une très bonne question. Moi, ma manière d'apprendre, elle est, dans un premier temps, elle est plutôt de m'inspirer. Donc, je vais lire pas mal de trucs, etc. Et puis, je vais les laisser émerger. Je vais les laisser ensuite émerger sans forcément appliquer tout de suite quelque chose. Mais quand je vais l'appliquer, c'est que j'ai déjà identifié peut-être un point sensible, une difficulté. Là, je reprends le kick-off. J'avais toujours pas trouvé la bonne recette. Encore existe-t-elle? C'est une autre question. Mais j'avais toujours pas, en tout cas, ma recette à moi pour vraiment que je me sente à l'aise, confiant dans le kick-off et efficace. Bah, j'ai vu un exemple, celui que tu avais donné avec Elise. Ok, bah, tout de suite que je regarde comment je peux l'implémenter, est-ce que ça marche avec moi. Je pense que c'est selon ce que tu as déjà identifié comme problème, tu peux aller plus vite dans l'implémentation. En tout cas, c'est comme ça que je vais. Ok, trop bien. Ouais. Donc deuxième approche, plutôt un peu le côté veille que tu vas avoir. Qu'est-ce que tu aurais d'autre pour te développer? Comment tu deviens une meilleure personne Ouais. qu'hier? Je pense que encore une fois par rapport à terminer sur ce côté veille, Ouais. il peut être très anxiogène ce côté veille, et parce que très anxiogène et très riche parce que tu vas découvrir, t'exposer à plein d'opinions, à plein de manières de faire, à plein de pratiques, donc ça va t'enrichir, c'est super. Et de l'autre, ça peut être aussi un peu anxiogène parce qu'en fait, toi, t'es solotillé, encore une fois, c'est que toi qui mènes la barque, Ouais. et tu regardes des gens tu lis des posts de gens qui sont très péremptoires, qui sont très tranchés, etc., sur des manières de faire. Et ta première réaction, ça va te dire, ah ouais, purée, en fait, ouais, je suis mauvais. Ah ouais, mon process là, à ce moment-là, en fait, je devrais pas faire comme ça. Ah oui, il y a tel influenceur qui dit que maintenant il n'y a plus d'excuses pour ne plus poster que toutes c'est les ça, là, annonces parce qu'en fait on a l'IA qui peut nous aider. Je suis là, ouais, attends, mais en fait, tout l'enjeu c'est de se dire, savoir nuancer, prendre un pas de recul, rester pragmatique et se dire, ok, qu'est-ce qui marche avec moi, dans mon contexte, dans ma réalité. Moi,
j'ai pas d'outils super magiques que je peux plugger comme ça. J'ai un ATS qui laisse qu'il est. Oui, parfois ça va m'être utile de pas poster l'annonce et d'aller en sous-marin pour ne pas être submergé de candidatures et de dizaines de clics à faire sur l'outil pour faire avancer ou rusher les candidats. Donc voilà, c'est le risque lorsque tu es solo, c'est que t'as personne avec qui débattre. Et d'avoir cette confiance, cette solidité en toi pour te dire en fait non, mon job je le fais bien et voilà le contexte dans lequel je le fais, voilà les contraintes. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre, d'autres pas. Oui, et LinkedIn n'est pas la vraie vie, donc t'as des et LinkedIn n'est pas la vraie vie, qui racontent que ce qui va bien et ou qui racontent des choses un peu bullshit et qui sont, c'est ce qu'on disait à midi, mais qui sont pas du tout dans l'opérationnel. Et t'as l'impression que ce que tu fais c'est mal, mais tu confrontes à des gens qui ne savent pas forcément filer parce qu'ils racontent. Exactement. Mais bon, c'est un vaste sujet. Ce serait un bon sujet de podcast. LinkedIn, c'est pas la vraie vie. Est-ce que tu verrais une autre chose une dernière chose pour la route sur comment est-ce que toi tu t'assures du coup tu disais genre je suis seul j'ai personne avec qui débattre, t'as pas de collègues, est-ce que tu débats quand même un peu avec l'IA peut-être du coup, tu te sers de l'IA en gros pour t'améliorer au quotidien quoi. Exactement, dans le sens où l'IA me connaît bien professionnellement parlant parce que je lui partage beaucoup de mes contenus, de mes transcripts, de mes entretiens et pas plus tard que l'autre jour je lui ai demandé en fait t'es mon mentor TA, tu me connais super bien, tu sais comment je mène mes entretiens, est-ce que tu peux me donner mes 3 blind spots sur ma manière de mener ces entretiens et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Clairement, encore une fois, tu as un truc, j'avais pas pensé à ça. Ça veut dire qu'il faut tout prendre, tout appliquer, mais tu dis, tiens, je pourrais essayer de faire, je prends ça en compte et je fais un peu différemment la prochaine fois, voir ce que ça donne. Ça, c'est un super outil effectivement, l'IA peut être un super sparring partner dans ces moments-là. Et puis, je termine juste là-dessus, Léo. Je pense que c'est aussi utile et riche de s'exposer à d'autres choses que du recrutement. On a parlé du business avant, mais aussi s'intéresser à la communication, au leadership, savoir comment influencer, captiver son audience, parce que c'est ça aussi notre job, c'est de communiquer avec les gens, c'est de leur donner envie d'eux, et comment développer son leadership, on en a parlé. Et franchement, c'est ça que je pense qui permet en tout cas moi de m'épanouir dans mon rôle de TA solo, c'est que tu adoptes une posture qui renforce ta crédibilité, qui te permet de mener et non pas subir, et de développer une relation super étroite avec le business et tes interlocuteurs. Trop bien. Trop intéressant et je pense que quand tu mets tout ça en place normalement tu devrais aussi progresser. T'as parlé aussi t'as parlé de l'éveil, t'as parlé des livres. On a un excellent livre Permis de recruter qui existe, je sais pas si tu connais, c'est un peu apparemment c'est pas un peu long et puis influenceur LinkedIn, le type il a un gros boulard insupportable. Mais t'as plein de choses que tu peux faire en fait en solo. Est-ce que t'as une dernière phrase de fin avant que je pose ma question finale de l'épisode sur ça, un conseil à donner à des gens qui comme toi sont solo TA? Peut-être qu'on peut répondre à la question en fait de l'épisode. C'est une bonne situation ça, solo TA. Au contraire d'Otis pour qui il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, moi je pense clairement c'est une bonne situation solo TA, parce que t'es un recruteur solo mais t'es pas un recruteur isolé. Et tout ce que j'ai essayé de montrer jusqu'à maintenant, c'est la possibilité, le terrain de jeu que tu as pour justement te connecter avec aux gens avec qui tu travailles. T'es pas un recruteur spécialisé, t'es une sorte de recruteur, t'es un business-analyst, t'es un recruteur business et un recruteur généraliste, parce que tu vas recruter sur toutes les fonctions et tu vas être très connecté au business de l'entreprise. Et donc, à la fin, t'as un impact, t'as la possibilité, toi, en tant que solo TA, d'avoir un impact incroyable sur les choix que fait l'entreprise en termes de ressources humaines et sur la trajectoire pro des candidats que tu rencontres. Trop stylé, et pour avoir vécu ce job c'est très chouette en effet d'être comme ce que tu dis, le côté business est vraiment fort, et en fait tu comprends mieux l'entreprise dans laquelle tu es parce que tu parles avec tout le monde. Exactement. Alors que dans un job où tu as beaucoup de gens dans une équipe, tu vas parler à beaucoup moins de monde ou alors de manière indirecte, et du coup tu vas pas avoir une vision globale de ce qui se passe, et donc ça te fait grandir de fou. Et ce qui est ouf parfois, c'est que moi quand je discute avec mes collègues, parfois je sais plus de choses qu'eux parce que j'ai parlé en fait à tout le monde. Bien sûr. Et eux c'est normal, ils sont dans leur projet, dans leurs équipes, ils n'ont pas forcément la vue t'as un job super transverse que va avoir par exemple aussi des bons juristes vont aussi avoir ce rôle là parce qu'ils vont être en lien avec tout le département en même temps, et t'as peu de jobs comme ça où t'as vraiment aussi, donc du coup plus qu'une fonction support, t'as une fonction en fait presque même en dessus de tout le monde, et on devrait payer plus les recruteurs et les recruteuses, et on devrait je me bats tous les jours pour ça, Léo. J'y pense tous les jours en me rasant. Dans 5 ans, tu deviens CEO de la
cacahuètes. Merci pour tout ça. On arrive sur la question finale que je pose à tout le monde pour la saison 4 de Tam Tam. La question est la suivante. Admettons, on est dans 24 ans, du coup, genre en 2050. C'est dans très longtemps, si on est encore là, toi et moi. On arrive, et là, du coup, tu réécoutes dans tes archives, tu retombes sur cet épisode. Tu te dis, waouh, en début 2026, on a enregistré cet épisode. Et je te réinvite en 2050 pour parler du même thème. Donc, est-ce que c'est une bonne situation, ça, Solo TA? Qu'est-ce qui aura changé dans 24 ans? Ouais. Alors, moi je suis pas très bon futurologue. Je suis pas très bon futurologue et j'ai un peu de peine avec... Ouais, non, je suis pas très bon futurologue et je suis pas très bon à faire des prédictions, etc. Ce que j'espère, en tout cas, si on se reparle en 2050, cher Léo, c'est que... en fait, il y a des choses qui... De ce que je t'ai raconté, il y a que très peu de choses qui aient changé. Et en fait, oui, on a parlé de productivité, on a parlé d'organisation, sans vraiment parler forcément d'IA, d'outils, parce qu'en fait, ceux qu'il y aura en 2050, ce sera plus de ceux de 2026. Est-ce qu'on a besoin déjà d'anticiper comment ils seront et qu'est-ce qu'ils nous permettront de faire ? Je crois pas. Laissons-nous le temps, laissons-nous les découvrir. Par contre, je pense que ce que j'espère, c'est qu'en 2050, la majorité de ce que je t'aurais dit là, donc c'est cette curiosité qui est le moteur du recruteur, cette capacité à se connecter au business, à créer cette proximité, à aller poser des questions, à mettre un cadre, à influencer. Bah, j'espère que ça sera toujours quelque chose qui sera une corde qui sera super bien accrochée à l'arc du recruteur. Peut-être qu'il y aura d'autres outils, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Fine, tant mieux. Mais en tout cas, que cet aspect-là, curiosité, appétence pour le business, capacité à créer du lien, reste la même. Trop stylé. Et bah écoute, j'espère que ça sera resté, qu'on ne sera pas en mode 100% robot. T'as déjà aujourd'hui un monde où t'as des candidats qui se font aider par des robots et des recruteurs qui se font aider par des robots et t'as des robots qui parlent à des robots. Bien sûr. Après, faut voir quel est le résultat de cela. Exactement. Tu vois oui, peut-être on peut remplacer tous les recruteurs par des robots, mais à la fin, c'est quoi le résultat Est-ce qu'on gagne quelque chose? Je sais pas, à tester, mais je suis pas convaincu. Ok. Ouais. Bah écoute, on verra. Rendez-vous en 2050 du coup pour parler de tout ça. Merci d'avoir accepté mon invitation Merci à dans toi, le podcast Léo. Tam Léon. C'était un super exercice. Et bah écoute, passe une excellente journée et à très vite. À bientôt. À bientôt. Salut. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, bah ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.